Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Qui n'a pas rêvé de pouvoir comprendre son bébé? Qui n'a pas souhaité réussir à interpréter les gazouillis, les pleurs et les comportements de nos enfants entre 0 et 2 ans? Tout le monde, avouez-le, moi la première. Eh bien, Dr Chloé Haddad-Halimi l'a fait pour vous. Dans son premier livre, Bébé, raconte-moi les premières étapes de ton développement, elle explore cette période si sensible du point de vue du bébé. Elle raconte, avec les mots d'un nourrisson, puis un bébé et un bambin, les différentes étapes qu'il et elle traversent. Chloé est médecin généraliste, formée à la théorie de l'attachement, avec le diplôme universitaire de Dr Catherine Guéguin, et elle a donc décidé d'aider les parents qu'elle reçoit chaque jour dans son cabinet qui se posent des questions légitimes sur le développement de leur enfant. Dans cet épisode, on reprend évidemment les bases, ça fait toujours du bien, mais surtout on explore des solutions qui améliorent la vie de tout le monde. Cododo, allaitement, crise, diversification, autonomie, pleurs, Dr Haddad ne laisse rien de côté. Allez, venez embarquer avec nous dans ce monde fabuleux de la petite enfance qui est si précieux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Chloé. Salut Clémentine. Je suis ravie de te recevoir ici. On va parler de ton nouveau livre, ton premier livre. Mais d'abord, j'avais envie de savoir, parce que tu es médecin, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir médecin? Ça vient d'où? Alors, c'est une bonne question que je me suis jamais vraiment posée. Aujourd'hui, j'ai la certitude de savoir que je suis contente d'être médecin. Mais d'où ça vient? Ma maman est médecin, donc est-ce que ça m'a influencée? Peut-être. Il y a pas mal de médecins autour de moi. On m'a jamais poussée à faire médecine, si ce n'est que quand j'étais en terminale, j'entendais autour de moi médecine c'est impossible, P1 c'est impossible, c'est hyper dur. Et comme j'ai une tendance à aimer le défi, je me suis lancée, ça a marché. Et puis ensuite, j'ai trouvé que c'était bien, ça m'a épanouie et au quotidien, je suis contente d'être médecin. Alors, tu es médecin, mais tu as aussi voulu te former, continuer à te former. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu te former, notamment à la théorie de l'attachement et avec le DU avec Catherine Guéguin qu'on avait reçu dans ce podcast il y a 7 ans maintenant, mais qui est un DU qui est fait pour justement les professionnels de la santé? Ouais, le DU que j'ai fait avec Catherine Guéguin, il s'appelle Accompagnement à la parentalité et la relation au cœur du développement de l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma pratique, ma vie personnelle, qui m'a fait avoir envie d'aller encore plus loin par rapport à ça. Comment j'ai atterri dans ce DU? Je vais dire un peu comme médecine, pas par défi, mais parce que j'aime me former. J'ai été diplômée j'ai passé ma thèse en 2019. Chaque année, j'ai fait un diplôme universitaire. J'en ai fait 2 en gynéco et j'en ai fait 4 en pédiatrie, autour de l'enfant, tout ça. Et puis, j'avais tendance au cours de l'année à regarder un peu la liste des DU, des diplômes universitaires proposés. Et quand j'ai vu accompagnement à la parentalité, je me suis dit c'est hyper intéressant. Moi, j'étais jeune maman et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai postulé au DU, il fallait faire une lettre de motivation, tout ça. J'ai appris plus tard, à la fin du DU, qu'en fait les gens faisaient des candidatures de parfois plusieurs années d'affilée et c'était difficile, c'était select. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu accéder au diplôme rapidement et ça a été vraiment très 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 enrichissant. Un coup de cœur du DU. Du DU de Catherine Guéguin, ouais, que j'affectionne, qui m'a fait d'ailleurs l'honneur de faire la préface du livre que je présente aujourd'hui, que j'ai vu rencontrer ce matin parce que j'étais aux journées de Fondation pour l'enfance, une matinée de débat autour de quel regard on porte sur les enfants dans la société, donc un sujet majeur. Et voilà. Alors justement, dans ton premier livre, qui s'appelle Bébé, raconte-moi les premières étapes de ton développement, t'as sciemment voulu faire parler le bébé à la première personne. Donc c'est hyper drôle quand on lit, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Qu'est-ce que ça change de prendre ce point de vue-là ?
En fait, actuellement, l'enfant, la parentalité, c'est vraiment... Il y a énormément de choses, de livres de puriculture, de conseils aux parents, parfois d'injonctions malheureusement, de conseils qui peuvent être très contradictoires, que ce soit dans les livres, dans les podcasts, dans les vidéos, sur les réseaux sociaux. Et je trouve qu'on se perd vachement. Il y a différents courants de pensée, il y a différentes argumentations. On peut parler du sommeil. Alors à tout prix, il faut un endormissement autonome. Et puis non, pas du tout. Il faut un lit partagé, une chambre partagée. Et en fait, on sait plus quoi faire. Et moi, qui accompagne des parents au quotidien, parce que je fais des suivis de bébés, mais aussi je fais de l'accompagnement à la parentalité. Quand on vient me parler du sommeil, on me dit j'ai essayé de le laisser pleurer parce que j'avais entendu qu'il fallait faire ça. Et puis en fait, après, j'ai vu que ça abîmait son cerveau. Donc non, donc je le prends avec moi dans le lit. Mais en fait, ça me dérange. Et puis, donc les parents sont vraiment, vraiment perdus. Et donc je me suis dit, en fait, plutôt que de faire encore un livre d'injonction, de mon point de vue, parce que voilà, que j'ai des idées là-dessus, tout ça, on va remettre l'enfant au centre, le bébé au centre. Et donc, on va donner la parole au bébé. Bon, je l'ai fait avec humilité, je ne sais pas vraiment ce que le bébé pense, mais par mes connaissances sur le développement, par mon expérience personnelle de maman, j'essaie de donner avec tendresse la parole au bébé, non seulement pour qu'on comprenne mieux son développement, pour qu'il raconte des choses, qu'il y a de l'émotion aussi, mais aussi et surtout pour redonner une bonne place aux parents et pour leur redonner confiance et pour leur expliquer que c'est leur bébé et qu'au quotidien, pas à pas, ensemble, le bébé se développe, mais les parents deviennent parents de ce bébé et se développent, entre guillemets aussi, au cœur de la relation. D'ailleurs, dans ton livre, tu traverses la période 0-2 ans. Donc, tu racontes comment le bébé peut se sentir à ce moment-là. Comme tu dis, c'est des suppositions. Mais pourquoi tu as été jusqu'à 2 ans et pas 3 ans, par exemple ? Qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter à ce moment-là ? C'est une bonne question, mais je me suis arrêtée à 2 ans parce qu'on parle beaucoup des 2 ans, du terrible two, comme on le dit. C'est vrai que la petite enfance, c'est 0-3 ans. Peut-être que j'ai été aussi influencée par ma vie de maman, où à ce moment-là, j'étais plus autour des 2 ans. Ou peut-être aussi parce qu'ils acquièrent la parole aussi. Aussi parce qu'ils acquièrent la parole. Ouais. Mais c'est vrai qu'entre 2 et 3 ans, il se passe aussi beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression que c'est en mutation, c'est sûr, c'est en mutation constante. Donc peut-être que je ferai la suite. C'est vrai. Tu pourras reprendre, écouter tes enfants qui parlent et voir qu'ils me disent exactement. Quoi, là. Dans tout le livre, il y a un message qui est très clair, c'est que le bébé ne manipule pas. Alors c'est quelque chose qu'on entend maintenant plus souvent depuis plusieurs années, mais qui n'était pas aussi clair que ça pour les générations précédentes notamment. Complètement. Et que, en gros, quand il exprime quelque chose, il communique et c'est pas de la manipulation. Pourquoi est-ce que tu penses que cette idée, elle reste si difficile à intégrer, y compris chez des parents qui peuvent être informés, hein, mais c'est quand même un concept encore qui est bien ancré que l'enfant manipule. Parce que c'est très culturel et très sociétal. Il y aura toujours un voisin, une belle-mère, même malheureusement parfois des professionnels de santé qui vont dire non mais là il fait des caprices, là il pleure pour qu'on le prenne dans les bras, mais en fait il n'en a pas besoin. En fait si le bébé il pleure, c'est qu'il a un besoin. Ça peut être un besoin de j'ai faim, j'ai chaud, j'ai soif, voilà, mais ça peut aussi être un vrai besoin de réassurance, de contact. Le bébé il a passé 9 mois dans le ventre. Il arrive, il y a des nouvelles odeurs, il y a des nouvelles sensations. Enfin voilà, il est plus dans du liquide. Il y a du vent, il peut y avoir beaucoup de bruit. Donc en fait, parfois, il peut être pris de panique entre guillemets et avoir besoin d'être réconforté. Aussi pour ça que parfois les bébés, ils aiment bien être emmaillotés parce qu'ils ont besoin de cette contenance. Et donc finalement, de laisser pleurer un bébé tout seul en disant non mais là c'est bon, il a mangé, sa couche elle est propre, enfin ça sert à rien, il n'a pas besoin, il va se calmer, il a besoin de non, en fait il a besoin de son parent. Et je crois aussi que en accompagnant des parents parfois, je parle beaucoup du sommeil parce que c'est un problème je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas c'est quelque chose qui revient souvent. Et pas plus tard qu'hier, j'ai en plus une de mes remplaçantes du cabinet qui m'a dit voilà, j'ai un bébé de 1 an et en fait ça allait très bien pour le sommeil et là ça va pas et je sais pas quoi faire et je l'ai laissé pleurer et en fait d'elle-même elle m'a dit c'était horrible donc je sais pas quoi faire. Je lui dis en fait il faut pas le laisser pleurer. Pape, ok, il y a des études qui montrent que, je lui dis mais au-delà de ça, si on met tout ça de côté, tu t'as donné la réponse. Toi, t'as pas supporté ça, donc ton instinct, c'est de pas laisser pleurer ton bébé.
Donc en fait, ne le fais pas. Pourquoi tu vas essayer de faire quelque chose qui n'est pas fluide pour toi? Ce que tu fais, c'est bien. Alors oui, bien sûr, il faut avoir des petites bases enfin voilà, le sommeil, la routine. Il y a des choses, mais en fait, on les entend quand même beaucoup. Et puis quand on surfe un peu sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de choses qu'on enregistre. Mais après, il y a le bon sens du parent, il y a de sa confiance en lui, en sa posture, en son enfant et en la relation. Et finalement, donc je vais vraiment répéter ça pendant 1 heure quand on s'est appelé. Et puis là, tout à l'heure, elle me disait, bah ouais, en fait, il a pu s'endormir. Et puis moi, c'était bien pour moi et merci parce que j'ai retrouvé ma confiance. Donc j'avais rien dit d'extraordinaire. J'ai pas donné de méthode. Il y a pas de méthode en parentalité. De toute façon, il y a pas de méthode. Et ceux qui essayent de vendre des méthodes, bof. Enfin, ça marchera pas avec tous les enfants. Ça marchera pas dans toutes les situations. Peut-être que parfois, oui, effectivement, ça peut fonctionner. Il y a des outils, il y a des connaissances, il y a des choses, il y a surtout une posture et il y a de la confiance. Et qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dirait justement dans les familles, ça arrive régulièrement qu'on soit confronté à la belle famille ou à sa famille tout court. Et je ne veux pas stigmatiser les belles-mères parce que ça peut être des beaux-pères, ça peut être les... Et il y a des belles-mères très bien. Exactement. J'ai une super belle-mère. Une super belle-mère. Mais des faillottes, je sais pas, mais c'est sincère. Non, mais pour dire que quand on a une pression en tant que parent de l'environnement proche et extérieur, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui nous dit non mais là il te manipule? Toi tu répondrais quoi en tant que professionnel, tu vois, de santé? Bah ça dépend si on a envie de rentrer dans le débat ou pas. Je crois que ça sert à rien de rentrer dans le débat. Ou alors, je trouve que l'humour ça désamorce pas mal. Il manipule. Ouais, il est super fort au poker. Enfin, je sais pas, quelque chose de qui recontextualise le fait qu'en fait il est trop petit pour faire ça, quoi. Ah ouais, cache-cache. La dernière fois, je l'ai vraiment pas trouvé. Quelque chose où en fait c'est pas possible. Donc non, il peut pas manipuler. Oui, parce qu'il se cache encore derrière ses mains. Oui, enfin voilà, il dit encore maman, tu me vois pas, maman. Je te vois et je t'entends en fait. C'est vrai. Donc forcément, quand on fait ça à ce stade de développement, on n'est pas capable d'essayer de manipuler, puisque c'est ce qu'on explique, la manipulation, ça demande. Exactement. Oui, c'est une prouesse. Quand même. Voilà, une anticipation, une capacité de réfléchir aux conséquences, planification. Ouais, tout ça, c'est les fonctions exécutives, et ça se développe tranquillement, 4 ans, 5 ans, 6 ans, enfin voilà. On n'y est pas. Pas à 3 semaines. Non, a priori non. Parce qu'on pleure et qu'on veut les bras. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet de tension dans les familles, et ce mot-là de manipulation, pour plein de parents, c'est aussi une pression de se dire, est-ce que je me fais marcher dessus? Est-ce que je lui montre pas le bon exemple? Tu vois, ils sont entre... Est-ce qu'il va s'habituer au bras? Est-ce qu'il va s'habituer au bras? Comment t'abordes ce thème-là quand les parents ils viennent te voir avec ces questions? Ouais, quand ils me disent, on m'a dit de le poser parce qu'il va s'habituer au bras, je dis, oui, il va s'habituer au bras, mais il en a besoin de s'habituer. Et puis en fait, vous aussi, parce que pour votre relation, le lien d'attachement, vous avez besoin que votre enfant il ait besoin des bras, et puis vous avez besoin de le prendre dans vos bras. Donc c'est très très bien s'il s'habitue au bras. Et puis surtout ensuite, s'ils veulent en savoir plus, on parle de la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, rapidement, parce qu'on peut en parler des heures et des heures, c'est d'expliquer que un enfant, il a besoin de sécurité émotionnelle, de sécurité affective, de sentir que quand il a besoin de son parent va lui répondre la plupart du temps. On peut pas répondre à chaque fois. Enfin, si on est sous la douche et que notre bébé il se met à pleurer alors qu'on l'avait nourri, changé la couche et qu'il s'était endormi, on va pas forcément sortir de la douche avec du savon en courant et tout, parce que il faut aussi se respecter ses propres besoins, et prendre une douche et laisser pleurer 2 minutes son bébé, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est important de le dire aussi. Mais si la plupart du temps on répond aux besoins de son bébé, peu à peu il prend de la confiance, il sait que son parent il sera là, il va pouvoir aller explorer le monde qui l'entoure petit à petit. Donc un enfant qui a un attachement qu'on appelle sécure, il va développer une autonomie plus. Donc en fait, plus on va le prendre dans les bras les 6 premiers mois, la première année, et plus vers 1 an et demi... il va faire sa vie. Vers 3 ans, il pourra aller chez des copains et dire au revoir maman. Qu'on le dépose et qu'on le laisse si on a envie que ça se passe comme ça. Et je pense que les séparations seront plus faciles parce qu'il saura que sa base de sécurité, elle est là. Et c'est vrai que dans ton livre, quand on se met du point de vue d'un enfant, enfin d'un bébé même, je vais plus loin parce que c'est vraiment des tout petits, en fait, dans l'écriture que tu as, on réalise à quel point ils sont fragiles. À quel point tout leur monde, c'est nous, notre peau, nos bras, notre voix, du parent, du coparent, des deux, de la famille en tout cas qui est très proche. Et parfois, peut-être on oublie ça puisque la société nous demande de retravailler très vite, de l'autonomiser très vite. Comment
on ralentit sur ce sujet-là, tu vois, enfin, comment on prend un peu de recul et on se repositionne à la hauteur de l'enfant? Ouais, bah c'est difficile. C'est une vraie question parce que c'est difficile dans la société actuelle. Il faut être vraiment convaincu. Il faut être... Enfin voilà. La société, même avec des enfants un peu plus grands, qui sont scolarisés par exemple, enfin même en maternelle ou... Bah ouais, quand en fait on a l'injonction de... L'enfant il doit dormir 13 heures par nuit. En moyenne, il faut qu'il ait bien mangé, un bon repas préparé du fait maison, qu'il ait un moment de qualité avec son parent, qu'il ait pris sa douche, qu'il ait eu sa routine, ses histoires du soir et qu'il s'endorme sereinement. Tout ça en un laps de temps en fait, on le récupère à 18h ou 18h30 où il y a une nounou, où il y a le périscolaire, où on a la chance de pouvoir y aller, ou enfin voilà. Et en fait, entre 18h30 et 20h, on doit faire tout ça. Et être serein en plus. Parce que si on est stressé, l'enfant va être stressé. C'est pas possible. Donc, il faut essayer en tant que parent de voir quelles sont ses priorités. Est-ce que si on fait une douche au lieu d'un bain, voilà. Est-ce que si parfois on saute la douche, une douche tous les 2 jours. Nous on fait une douche tous les 2 jours. Ouais, je le dis. Oui, mais au moins parce que justement il y a moins de stress le soir où il y a pas de douche. Exactement. Est-ce que si le repas si on peut s'organiser pour le faire avant, très bien. Mais si finalement c'est des pâtes plusieurs fois d'affilée, même les pâtes de la veille, on peut oser ça. C'est pas grave parce que effectivement, je crois que la chose sur laquelle il faut pas se restreindre, c'est le moment de qualité. Et pour moi, je trouve que le moment de qualité, c'est pas le moment de la routine. En fait, c'est pas un moment qui doit être dans une dynamique de le but c'est d'aller se coucher après. C'est un moment qui doit être quand même suspendu. Parce que si on a le but d'aller se coucher après, finalement on regarde l'heure et puis l'enfant il le sent. L'intention du parent elle est toujours ressentie par l'enfant. Alors que si là on arrête tout, même si le moment il dure 10 minutes, mais c'est un vrai moment de partage, ça apaise tout le monde et puis le reste de la soirée, de la routine, de tout ça, ça va mieux se passer. Ouais, c'est ce qu'on appelle le temps précieux. Et exactement. Parfois, ce temps précieux, on prend pas le temps de le prendre. Exactement. On enchaîne vite et nous, on est dans nos logiques d'adultes là, de faire des choses qui vont d'avoir être du efficaces. résultat. Exactement. On est dans une société de performance. Résultat, t'as raison. On doit être bon partout, on doit être bon au travail, on doit être un bon époux, une bonne épouse, on doit être un bon parent et puis en même temps un bon enfant pour ses propres parents et la bonne copine qui doit quand même rester disponible. Et en fait, non. Un moment, je pense qu'il faut voir quelles sont ses priorités du moment de sa vie là. Peut-être que quand on vient d'avoir un bébé, notre priorité c'est d'être avec notre bébé et tant pis si on voit pas trop les copines pendant un moment. Et puis peut-être qu'on va pas être la plus romantique qui soit et la plus séduisante pendant un petit moment. Mais si on est ok avec ça, voilà. Mais si à partir du moment où on n'est plus en phase avec nos souhaits, c'est là que la parentalité elle est déséquilibrée. On peut commencer à avoir, un mauvais ressenti envers ses enfants, envers son conjoint, c'est là qu'il faut vraiment se poser la question de ses propres besoins et de voir ce qu'on peut faire pour être bien. Évidemment que devenir parent, c'est entre guillemets des sacrifices. La vie, elle change, mais il faut qu'elle change en restant dans notre ligne, qu'on soit ok avec ça. Qu'est-ce que toi tu disais que tu vois le plus au cabinet, c'est lié au sommeil, la problématique des parents? Ouais, lié au sommeil et lié aussi à l'autorité. Ok. L'autorité, c'est un énorme sujet. Mon enfant, il m'écoute pas. Ok, alors il m'écoute pas. Est-ce qu'un enfant, il doit obéir? Moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Tu dois m'obéir parce que je suis ton parent? Non. Je vais peut-être coopérer la plupart du temps parce que tu m'inspires, parce que mon parent c'est mon modèle, parce que je sais que ce qu'il fait c'est bon pour moi. Et il y a des fois où je vais pas vouloir et pas coopérer parce que j'aurai une sale journée et que peut-être qu'à l'école je me suis vraiment retenue de pas exploser et que quand je retrouve ma figure d'attachement, ma sécurité, c'est là que j'explose. Et donc je trouve que c'est important d'avoir tout ça en tête, de se remettre toujours dans le regard, la vision de l'enfant et de se dire en fait il a besoin d'aide. Quand il fait pas ce que je lui demande, c'est pas pour m'embêter. Et on revient dans la même dynamique de l'enfant manipule, le bébé manipule, l'enfant manipule, l'enfant est un pervers polymorphe si on va voir la psychologie freudienne. Et effectivement en fait si on part de ce postulat de base, alors oui, on va dire l'enfant il nous manipule, il a besoin d'être corrigé, il faut le dresser. S'il fait pas ce qu'on lui dit, il faut vraiment le corriger et tout. Mais en fait, on part d'un autre postulat. Et là, il y a même plus de débat parce que on a avancé, parce que la recherche a avancé, parce que les neurosciences, parce que énormément de choses
hormis le respect de l'enfant, et qui est une base et qui n'a même pas de rapport avec les neurosciences. On doit respecter parce que la dignité, parce que tout ça. Mais si on se base sur les recherches et tout, en fait, il n'y a pas de débat. Le cerveau de l'enfant, il est immature. L'enfant, il n'est pas capable de réguler ses émotions. Et l'enfant, il a besoin de son parent. Il est dépendant de son parent pour pouvoir apprendre à se réguler. Mais malheureusement, ce message n'est pas encore passé partout dans la société. Mais on essaye. Ça passe de plus en plus. Parce que justement, c'est aussi dans la théorie de l'attachement, tu insistes beaucoup sur cette notion de sécurité affective. Encore une fois, on est tous très câblés sur la sécurité physique. On fait très attention à ce qui tombe pas, même trop parfois, ce qui traverse pas la rue pour pas se faire écraser. Par contre, cette notion de sécurité affective, c'est assez flou et assez complexe pour plein de gens, ce qui est normal parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Mais à quel moment tu as cette sensation aussi que notre société, elle a un peu inversé les priorités, c'est-à-dire que on exige l'autonomie des enfants avant leur sécurité. Ouais. Alors je sais pas si je sais pas s'il y a un moment où on était plus dans la sécurité affective ou pas, mais ouais, on n'a peut-être jamais été en fait. Peut-être jamais été. Je me suis emballée. Mais effectivement, la société, elle a bougé. En fait, avant, dans les siècles précédents, toute la société était pas pareille. Le père allait travailler, la mère restait au foyer, l'éducation c'était la mère, et le père c'était juste l'autorité. Est-ce que les enfants écoutaient plus? Probablement. Est-ce qu'ils écoutaient plus parce qu'ils avaient plus peur? Probablement aussi. Mais aussi, ils avaient une place dans la société, dans leur famille. Ils coopéraient, ils participaient à la vie de la famille. Ils allaient travailler. Je vais pas dire que c'était bien le travail des enfants, mais peut-être faire une course tout seul. Il y avait beaucoup plus. Ils étaient beaucoup plus dehors, donc ils se dépensaient beaucoup plus d'autonomie, plus de vie dehors. Donc en fait, ils se dépensaient physiquement. Là, aujourd'hui, les enfants, ils sont à l'école toute la journée. Alors oui, ils sont dans la cour de récréation. Encore faut-il que les voisins se plaignent pas du bruit de la cour de récréation. Mais voilà, donc les enfants, ils sont des boules ils ont besoin de sauter, de courir et tout ça. On leur laisse pas trop l'opportunité de le faire. Et en plus, il y a les méfaits des écrans. Enfin, voilà, il y a tout ça qui fait que c'est plus du tout la même société. Je trouve que c'est paradoxal parce qu'on leur a coupé de l'autonomie quand ils sont un peu plus grands. Toi et moi, on a dû grandir un peu dans les mêmes années. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs d'être dehors seule, faire ma vie pendant des heures. Je pense que mes parents étaient très tranquilles en fait quand j'étais plus jeune. Bien sûr. Mais d'avoir cette capacité d'explorer le monde à l'extérieur de ma maison, je vois que pour mes filles, à quel point c'est difficile, comment c'est questionné dès que je le fais. Même elles sont pas encouragées parce que la société le fait pas. Mais donc, on leur a coupé cette autonomie plus âgée. Mais par contre, on exige des bébés qui soient autonomes directs, c'est-dire qu'ils s'endorment tout seuls, qu'ils survivent sur le parent, qu'on les prenne pas. C'est très bizarre, je trouve, tu sais, ce paradoxe. Ouais, c'est très bizarre. Après, c'est aussi, je pense, parce que on est dans une société de performance peut-être plus qu'avant. De paraître aussi, parce que si on nous dit il faut que l'enfant il fasse ses nuits à 4 mois dans sa chambre, on dit quand même dans la chambre du parent jusqu'à 6 mois, mais il faut qu'il fasse ses nuits, qu'il se réveille pas et tout. Bah, du coup, on a l'impression d'échouer si c'est pas le cas. Alors qu'en fait, non, le sommeil, c'est pas linéaire. Et comme nous, on fait pas des nuits complètes forcément toutes les nuits. Et il y a des moments où on dort moins bien que, voilà, et personne va nous dire, oulala, tu fais pas tes nuits. Enfin, c'est pas logique. Moi, je me lève parfois pour aller faire pipi et je fais pas mes nuits apparemment. Et voilà, exactement. et puis même parfois je me retourne dans mon lit et puis même je vais me lever et pas dormir. Et personne ne va rien dire. La voisine elle va pas demander à mon conjoint si je fais mes nuits. Enfin pourquoi elle va demander si mes enfants font leurs nuits. Voilà. Mais moi, parfois, je sais que je vais le demander, mais parce que je m'inquiète aussi de leur... est-ce que ça va? Parce que je sais que c'est dur les nuits, je sais que c'est dur de... Ah oui. Tu vois, en ayant cette approche de... Bien sûr. Comment ça va? Parce que je sais que c'est dur. Pas de... Comment ça, elle le fait pas encore? C'est honteux, quoi. Exactement, mais c'est... oui, bien sûr, mais prendre des nouvelles de la maman et tout, et du papa d'ailleurs, bien sûr, quand c'est bienveillant, mais on voit très bien la différence. C'est vrai. C'est pas le même ton. Dans ton livre, tu, à travers la parole du bébé, du coup, qui est très innocente, et j'aime beaucoup, tu vois, cette tournure-là, tu démontes plein de mythes. C'est lequel, tu penses, qui est le plus coriace, qui reste dans notre société, que ce soit autour du sommeil, de l'alimentation, de l'autonomie, tu vois? Il y aurait quoi, tu penses? Waouh. Mais je pense que ça reste sur la manipulation. Ouais. Enfin, sur le fait que, j'en parle un peu, mais peut-être pas énormément dans le livre, mais sur les limites. Sur il faut que l'enfant il ait des limites, il faut qu'il comprenne. Enfin voilà, peut-être ce message-là. Il faut qu'il comprenne. S'il fait une bêtise, il faut qu'il soit puni parce qu'il faut qu'il comprenne. S'il s'endort pas tout seul, bah il faut le laisser pleurer parce qu'il faut qu'il comprenne. En fait non, là il va juste, enfin
que ce soit dans le cas de la punition, dans le cas où on le laisse pleurer tout seul, il va juste se sentir isolé, pas compris, pas légitime d'avoir son émotion et coupé en fait de son affectivité. Et c'est pas un bon message. Après, c'est quelque chose qui est très ancré, donc c'est difficile. C'est pas accusateur. Il y a des parents qui sont sûrs de bien faire en punissant leur enfant et d'ailleurs qui vont dire moi j'ai été puni, j'en suis pas mort. Au contraire, je suis très content de l'éducation que j'ai eue parce que maintenant je file droit. Ouais, je suis pas si sûre. Enfin, quand je vois le nombre d'adultes, parce que du coup je suis généraliste, donc je vois des enfants mais je vois aussi des adultes, le nombre d'adultes qui ont 30 ans, même parfois 25 ans, qui viennent d'entrer dans le monde du travail, qui sont déjà en burn-out parce que harcelés par leur boss et tout, je peux pas m'empêcher de me faire ce rapprochement, de me dire en fait, et parfois je pose la question, comment c'était dans votre enfance ? Alors, je pose pas ça comme ça d'emblée, je fais pas de la psychologie de comptoir, voilà, mais j'essaye d'amener à parler de leur enfance. Ouais, souvent, ils ont eu des parents très, 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 très stricts. Et du coup, je pense qu'ils reproduisent un petit peu ce schéma avec leur patron où ils obéissent à tout. Et le patron, qui lui est dans une recherche de performance, de résultats, qui a des responsabilités, une société qui a probablement beaucoup de stress aussi, il va tirer sur la corde. Et puis si l'employé il fait pas exactement ce que lui dit, il va le punir entre guillemets. Et ça va peut-être faire écho. Donc finalement, ces adultes qui ont été punis, je suis pas sûre qu'ils vont très bien aujourd'hui. Oui, et puis ils savent plus la limite de ce qui est ok ou pas ok et à quel Exactement. moment dire stop, là, mon bien-être. Exactement. On m'a appris que je vais toujours écouter quelqu'un qui est au-dessus de moi, quoi. Ouais, voilà. C'est exactement. très vertical en plus dans la manière d'éduquer. Ouais. Mais ça, on n'a pas trop d'études, non ? De l'impact, un petit peu. Mais... Je pense que ce serait intéressant ce que j'allais dire. C'est mon ressenti à moi, c'est pas du tout basé sur des études, donc il faut pas prendre ça pour acquis. Mais voilà, je me dis. Bon, globalement, on n'est pas une société qui va très bien. Donc, finalement, comme majoritairement on a été élevé avec des punitions et de la violence, peut-être que c'était pas si efficace. Oui, voilà, peut-être c'est pas une super bonne idée finalement. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, tu sais très bien de ce clivage d'éducation bienveillante ou positive avec l'autoritaire. Mais en fait, il y a une surreprésentation parce que finalement, l'éducation positive, bienveillante, c'est très peu de parents qui la pratiquent dans la masse globale. Oui, moi j'ai du mal avec ces termes d'éducation positive, bienveillante, tout ça. En fait, déjà pour moi, une éducation, ça doit être bienveillant et c'est logique, mais c'est quand même des concepts qui sont c'est très méthodisé. Il faut faire ça, il faut se mettre à la hauteur de l'enfant, il faut le regarder dans les yeux, il faut lui dire ça, comme si on avait une checklist et que si on faisait ça, ça allait marcher. Alors qu'en fait, non, il y a un contexte, il y a une situation, il y a un enfant qui est pas le même que les autres enfants, il y a un parent qui, à ce moment-là, peut-être, est pas dans son assiette, et du coup, faut prendre la situation de façon globale. Et le risque avec ces protocoles un peu d'éducation positive, bienveillante, tout ça, c'est que le parent se dise, en fait, c'est nul, ça marche pas du tout, on m'a vendu un truc. Et d'ailleurs, c'est beaucoup ce qui se dit, on en revient, tout ça, parce que les parents n'ont pas compris, je pense, le fond des choses, de vraiment être dans l'empathie, de vraiment se mettre à la hauteur de l'enfant et pas juste de dire j'entends, j'accueille ton émotion, nanana. C'est vraiment de se mettre avec l'enfant et du coup ils peuvent tout envoyer valser alors qu'il y a des choses vraiment très intéressantes et revenir à une éducation qui est très punitive, très autoritaire et qui va aussi faire beaucoup de dégâts. Et puis il y a aussi tout ce débat autour de l'éducation. Je mets encore des guillemets. Ouais, bien sûr. On met pas de cadre, il y a pas de limite. Ça me des enfants rois qui font ce qu'ils veulent. Bon, mais c'est pas vrai, c'est pas ça qui est derrière. Non, c'est pas du tout ça. L'éducation là. En fait, écouter l'émotion d'un enfant, l'entendre, l'accueillir, la nommer, l'aider à traverser cette émotion. Ça veut pas dire qu'il y a pas de cadre. Si je prends toujours cet exemple, mais si mon enfant, on rentre de l'école, on est en été, il est 18h30 et il veut une glace et moi j'ai décidé que là il y aurait pas de glace parce qu'il y en a eu déjà trop et qu'il y a un dîner à la maison qui est prêt et que je sais pas pourquoi mais à ce moment-là il y a pas de glace et que mon enfant va dire je veux une glace et se rouler par terre et mon enfant a 2 ans et demi à ce moment-là par exemple, je vais pas changer mon cadre. Si vraiment c'est non pour moi, parfois je peux finalement dire écoute, je vais changer d'avis et pourquoi pas. Mais si vraiment j'ai une motivation à dire non, parce que pas juste pour dire non, mais parce que pour moi c'est no way. Et dans ce cas-là, je vais accompagner mon enfant dans sa frustration. Et là, lui dire je comprends, tu voulais une glace. Tu voulais une glace comment ? Et on peut penser que je suis en train de narguer mon enfant, mais pas du tout. Je suis en train de vraiment lui dire, je suis avec toi et j'entends ce que tu me dis. Je veux même comprendre comment tu voulais ta glace.
Et peut-être te dire, bah écoute, demain ou à un autre moment, on essayera d'aller acheter une glace, est-ce que ça te va? Essayer de trouver un compromis. Peut-être il va me dire oui, super, peut-être il va me dire je m'en fous, je veux. Et là, lui dire, bah je comprends, t'es vraiment frustré, c'est vraiment difficile pour toi, je suis là si tu veux un câlin, si tu veux quelque chose. Et là, il y aura quand même pas de glace. Et du coup, bah l'enfant, il s'est sorti. Alors sur le coup, il est en ce qu'on appelle tempête émotionnelle. Enfin, on peut mettre les mots qu'on veut dessus. Il est en détresse. Il est en détresse. Et en panique, ça, c'est vrai. Cette glace-là, il en rêvait. Enfin, c'était voilà. Et donc il est en détresse. Nous, on est là pour lui. Et après, il va se calmer. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que la prochaine fois qu'il voudra une glace, ben peut-être que sa crise entre guillemets, sa tempête, elle sera un peu atténuée. Et qu'ensuite, il arrivera à se réguler. Donc c'est par la co-régulation grâce à l'adulte, qui porte le cadre et qui accompagne l'enfant, que plus tard, l'enfant, il arrivera à se réguler. Et encore une fois, ça demande du temps, parce que ça prend du temps d'accompagner l'émotion, de se mettre à la hauteur, c'est-à-dire qu'on arrête de faire ce qu'on fait. C'est un investissement. C'est un investissement, mais qui, sur le long terme, a des répercussions Moi, positives. je m'en suis rendu compte, personnellement. Donc c'est pas juste dans les livres, et oui. Enfin, et après, c'est pas linéaire. C'est pas parce que l'enfant, il a 4 ans et demi, 5 ans, qu'il peut pas refaire un moment une tempête émotionnelle, parce que, on va se dire, mais pourquoi il explose pour une glace? Enfin, ça y est, c'est bon, il a plus 2 ans, il comprend que quand c'est non, c'est non. Ouais, mais en fait, peut-être que là, l'objet du truc, c'était pas vraiment la glace. Peut-être que c'est, on vient de déménager, il vient d'avoir un petit frère, à l'école, on lui a fait une remarque et il l'a gardé pour lui, et qu'en fait, il arrive pas à exprimer, mais il y a un moment comme de surmenage et il explose pour la glace qui n'est qu'un prétexte. Ça demande un travail d'enquête, en fait. De se chercher, de dire, en fait, c'était pas ça, il y avait autre chose derrière. Ouais. Et puis parfois, on ne va pas savoir pourquoi. mais si l'enfant, il sent qu'on est disposé, peut-être qu'il pourra bien plus nous parler de la chose qui le chagrinait. Ouais, c'est clair. Tu parles très clairement des violences éducatives ordinaires. D'ailleurs, je pense dans le DU que tu as suivi, vous en parlez beaucoup. Et t'en parles même chez les tout petits, là, entre 0 et 2 ans. Pourquoi est-ce que tu trouves c'est si difficile d'imaginer qu'en fait, il y a beaucoup de violences éducatives ordinaires chez les tout petits? Tu vois, on a l'image de vers les 2-3 ans. Mais déjà, je trouve que quand on n'est pas dans le milieu formé, intéressé par ce sujet, quand on parle de violence éducative ordinaire, ça paraît lunaire. Enfin, moi, je trouve que il y a un problème de communication. D'appellation, de communication, de tout plein de choses autour de l'éducation, qui fait que les personnes qui sont pas forcément intéressées ou qui ont des idées un peu toutes faites vont dire non mais c'est des extrémistes avec leur violence. Et c'est un peu ce que je me disais avant de faire le DU. Je me disais ça va, c'est lourd, enfin c'est pas grave de dire à un enfant, enfin j'ai pas d'exemple concret, mais en fait si un enfant il enregistre tout, il est très sensible et il est très vulnérable et il faut faire vraiment attention. Alors on en fera des erreurs, enfin c'est sûr, et on peut pas non plus être toujours stressé, on fait du mieux qu'on peut. Mais en conscience, c'est mieux. C'est mieux pour s'améliorer. Et oui, des violences éducatives ordinaires, de dire à un enfant va au coin, va dans ta chambre quand il a 1 an et demi parce qu'il est en train de pleurer. En fait, c'est hyper violent. L'enfant, il est en détresse et au lieu d'être accompagné par son parent, qui est sa figure d'attachement, qui est censé être sa sécurité, il se fait rejeter. Donc c'est très très difficile. Après, dans le quotidien, je dis pas que parfois ils nous mettent pas à bout. Non, les enfants, même ils le font pas exprès et tout ça. Et même avec toute la bienveillance d'un parent, parfois on a aussi nos soucis à nous d'adultes entre guillemets, et donc on est moins tolérant aux cris, à la sollicitation permanente et tout ça. Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut le dire. Là, maman, elle est fatiguée. Maman, elle va aller dans sa chambre. Je vais aller un peu me reposer. Je reviens. Mais pas. C'est très différent de s'isoler soi-même de l'enfant. Enfin, une fois qu'on l'a mis en sécurité, évidemment, et tout ça, que d'aller isoler l'enfant. Et c'est pareil qu'un bébé qui pleure. On parle beaucoup maintenant. On fait quand même de la prévention autour du bébé secoué, qui est quelque chose qui est horrible mais qui arrive et qui c'est pas des parents malveillants, et c'est ça qu'il faut entendre. Quand on parle de ça, on est toujours non mais moi comment on peut faire ça? En fait oui, on peut faire ça quand on est à bout. Et c'est un peu le même principe. Quand si je suis à bout, je vais pas secouer mon enfant, mais je vais le laisser dans son lit en sécurité et c'est moi qui vais m'isoler. Je pense que pour les enfants qui font des tempêtes émotionnelles ou pour le moment où nous on n'en peut plus et ça arrive, c'est à nous de nous isoler. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché ta façon de voir les choses après le DU? Tu vois, est-ce qu'il y a eu un moment où tu te dis ah oui, ou c'est une succession de notions et de connaissances qui t'ont amené à
changer ton point de vue, tu vois, par rapport aux violences qui ont quand même un vrai impact sur le développement des enfants? Moi, j'ai pas du tout été éduquée avec des punitions et tout ça, pour le coup. Un moment, pendant le DU, on devait raconter une punition où j'ai vraiment galéré à trouver un truc de l'école qui était vraiment... Enfin, je pense pas avoir vécu beaucoup de violences éducatives ordinaires, si ce n'est pleure, tu pisseras moins, mais sous le ton de l'humour. Mais voilà, on a pu me dire ça. Enfin, bref, c'est vraiment avec de l'humour et tout ça. Donc je ressens pas... On m'a jamais dit va dans ta chambre, on m'a jamais... Donc c'est quand même quelque chose d'abstrait pour moi. J'ai cette chance-là. Mais en fait, quand je vois des enfants tout petits et que je vois autour de moi ou dans la rue les parents parler à leurs enfants, je me dis mais c'est pas possible, c'est un bébé. Il a 2 ans, c'est un bébé, on peut pas lui dire. En fait, ça me sidère. Mais c'est plus ces appellations que je connaissais pas. Violence éducative ordinaire. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours été pour la sécurité émotionnelle des enfants, pour l'accompagnement. J'étais chef scout, j'étais animatrice pour les petits de 7 ans. Mais voilà, donc je pense que j'ai toujours eu cette fibre d'être proche des enfants. Mais je trouvais la communication non violente, par exemple, les violences éducatives ordinaires, toutes ces appellations, je me disais c'est un truc de perché, peace and love, voilà. Et en fait, non, pas du tout. Et quand on s'y intéresse, quand on a une introduction au moins à ça, on se rend compte que waouh, c'est des outils qui sont... c'est incroyable. Et tout le monde devrait être formé à ça. Ouais, non, mais c'est clair, ça devrait être à l'école. Ça devrait être à l'école. La base, bon, après, sûr. Maintenant, on avance. Il y a les compétences psychosociales, on avance un petit peu pour l'école. Mais oui, voilà, c'est ça. Je te posais cette question parce que c'est vrai que parfois, il y a des professionnels qui... Enfin, je pense qu'en médecine, vous avez jamais vu tout ça. Il t'a fallu un DU pour pouvoir aborder ce type de relation. Et du coup, on est parfois face à des professionnels de santé qui sont pas du tout formés, qui ont des idées aussi très arrêtées et qui, comme ce que tu disais avant, parfois, c'est bon, ces trucs de bobo ou de ça change rien. Et je crois qu'il y a beaucoup de parents qui sont frustrés parfois d'être face à des professionnels de santé qui ont pas toutes les notions et qui se sentent un peu jugés aussi. Bien sûr, énormément. Moi, je récupère beaucoup de patients comme ça qui je vais dire le sommeil, comment ça se passe, et me dire en fait comme s'ils étaient très 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 coupables de quelque chose. En fait, notre enfant il dort avec nous. Je leur dis ça vous va? Oui, mais bon, faut pas. Mais pourquoi faut pas? Je sais pas, on nous a dit qu'il fallait pas, quand on l'a dit, on nous a dit que c'était très grave. Non, en fait, bien sûr, il y a la mort inattendue du nourrisson qui existe, et ça, je suis obligée de vous le rappeler, et voilà, donc un enfant tout petit, vaut mieux éviter. Maintenant, dans la vraie vie, parfois, on peut pas éviter, mais au moins sécuriser, et donc je rappelle tout ce qu'on peut faire, et qu'ils soient conscients de ce risque qui existe quand même, pour être vraiment en conscience avec leurs décisions. Un enfant plus grand, 2 ans, 3 ans, si ça va aux parents, si ça va à l'enfant, si tout le monde est content, mais c'est chez vous, c'est votre lit, il y a rien de mal en fait. Et donc oui, ils ont ressenti du jugement par d'autres professionnels, et après ils me disent mais merci, c'est la première fois qu'on nous dit que c'est ok. En fait, il y a pas de problème. Non, il y a pas de problème, jusqu'à ce que ça devienne un problème pour vous, pour l'enfant ou quoi. Et à ce moment-là, ça peut changer. Et donc ça, c'est important aussi, rien n'est figé en parentalité. Est-ce que tu discutes avec des consoeurs ou des confrères en médecine pour leur dire ce que tu as appris et avoir leur point de vue? Est-ce que ça évolue, tu trouves, dans votre profession, où il y a encore ceux qui sont vraiment formés, puis le reste qui font comme ils peuvent? Ouais, ça évolue. Je pense que, comme partout, les personnes qui sont intéressées vont vouloir parler de ça, les personnes moins intéressées, pas trop. Après, c'est vrai que quand les parents présentent des difficultés, et même les médecins, moi je suis sur un groupe Facebook de mamans médecins, parfois ça parle du sommeil, des enfants qui écoutent pas, de tout ça, et c'est vrai qu'on échange pas mal. Donc peut-être qu'elles peuvent changer leur point de vue, parce qu'il y a de tout. Même chez des mamans médecins, il y en a qui pensent qu'il faut punir pour que l'enfant comprenne, voilà. Non, bien sûr. Après, ça reflète aussi la majorité de la population en France. Mais c'est plus parce que vous avez une posture professionnelle et vous êtes censé avoir été formé sur les dernières données, tu vois, sur ce qu'on sait aujourd'hui de la science. Ouais, il faudrait revoir le programme de médecine, on n'y est pas. On n'y est pas. Mais bon, ça évolue, puisqu'il y a des médecins comme toi qui accueillent. Oui, le diplôme universitaire, je crois que c'est la 5e ou 6e année, et il est toujours
plein. Ouais, t'es la deuxième médecin que j'interviewe qui a été, été formée avec ce diplôme universitaire. L'autre médecin, elle accueille les nouveau-nés en néonat dans un hôpital pour le lien d'attachement justement avec les bébés prématurés. Ouais. Donc je la salue. Justement, toi en tant que médecin, comment tu navigues entre les données scientifiques, les attentes sociales, la réalité du terrain et la culpabilité qui est là? Comment tu fais, tu vois? Avec les parents ou moi en tant que parent? Toi en tant que parent et avec tes patients. Ouais. Moi en tant que parent, je pense que je me questionne souvent, mais pas dans un questionnement de culpabilité ou de peur de mal faire, plus dans ok, là ça a marché, c'est cool. D'ailleurs, je salue tout le temps mes petites victoires personnelles. Quand j'ai fait quelque chose et que ça a marché, je me dis ouais, c'est bien, je suis contente. Enfin, mon enfant voulait pas du tout avancer et j'ai essayé, allez, on va être en retard, allez. Je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qu'elle s'en fiche d'être en retard à l'école? Enfin, et quand j'ai dit waouh, regarde, tu es la reine des neiges et puis là tu vas faire un chemin de glace et on va glisser jusqu'à l'école et que j'ai vu le visage de ma fille s'illuminer, je me suis dit pas mal, j'ai réussi à l'attraper sur quelque chose qui lui plaît et puis on s'est amusé et puis plutôt que d'arriver à l'école stressée et moi au travail stressé, on sera pas forcément beaucoup plus à l'heure, mais en tout cas on sera bien. Mais on a rigolé. Et on a rigolé et peut-être que demain ça marchera tout de suite et voilà. Donc je pense que c'est très 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 important en tant que parent de voir quand ça fonctionne ce qu'on fait pour le réutiliser, mais aussi pour se dire là j'ai réussi. Et quand ça fonctionne pas, se questionner de pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour améliorer, sans me jeter la pierre, parce que garder en tête qu'être parent, c'est compliqué, c'est pas évident. Et par rapport aux patients, déjà je tiens ce discours avec eux. Qui se rendent compte que ils font du mieux qu'ils peuvent, d'essayer de leur donner des points de vue scientifiques quand j'en ai, en fait de leur donner des informations et que ce soit eux qui choisissent. Moi je vais pas leur dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais essayer de savoir ce que eux ils font, ce dont eux ils ont besoin, quelle est leur problématique, et ensuite qu'ils puissent trouver une solution par eux-mêmes qui leur semble logique et qu'ils soient confortables avec ça. Et tu sens que ça marche, tu vois que les parents, ça leur donne confiance, parce qu'on parle beaucoup de ça aussi. Ouais, je sens que ça marche. Les gens ont besoin de se sentir en confiance pour pouvoir agir et changer. Ouais. Et plus on les pointe du doigt, plus je leur demande quand je les vois, je leur demande des retours après. C'est important pour moi de savoir ça a fonctionné ou pas. Et la plupart du temps, ça a fonctionné. Et pourtant, j'ai pas donné de feuille de route ou quoi. Je leur ai donné vraiment des outils et surtout de la confiance en eux pour qu'ils puissent trouver des solutions. Vraiment, j'ai eu que des retours positifs dans différentes situations parce que c'est eux qui ont repris leur plan de pouvoir et leur conscience des choses, leur bon sens aussi. Voilà. Et c'est important qu'ils se réapproprient cette confiance. Exactement. Parce que la société, il y a un biais de négativité dans tout, et donc on va relever ce que les parents font entre guillemets mal, mais on va pas saluer ce qu'ils font bien. Et du coup, comment on amène les choses aussi. La question des écrans, par exemple, si on dit tout le temps aux parents pas d'écran avant 3 ans, c'est très grave, non, ce qui effectivement, c'est pas bien. Maintenant, dans la vraie vie, il y a souvent des écrans avant 3 ans. Ok, on est dans un monde où il y a plein d'écrans. On connaît la règle, pas d'écran avant 3 ans. On connaît la règle quand on est au régime, on doit pas manger de chocolat, et pourtant on en mange quand même. Bon, peut-être que si on va regarder un écran, le parent, il va être avec l'enfant, et en fait, juste faire comprendre aux parents que pas d'écran, ça veut dire pas d'écran non accompagné, pas d'écran qui va faire babysitter. Il y a des contenus dangereux. Le temps, il passe vite. Et effectivement, rester longtemps devant un écran, c'est pas possible avant 3 ans. Et surtout, c'est un manque d'interaction avec le parent, et l'enfant, avant 3 ans, il doit se construire. Donc voilà, si le parent, il comprend pourquoi il y a une interdiction, entre guillemets, parce que finalement, c'est le parent qui va décider, c'est pas la société. Mais s'il est informé de l'impact vraiment, peut-être qu'effectivement, il va arrêter de mettre son enfant devant un écran. Donc, ça passe par l'information, mais pas par l'injonction. C'est différent. Je suis d'accord. Ça braque. Ça braque. Quand on nous dit quoi faire, ça braque. Oui, c'est humain. Bien sûr. Et même quand on sait que c'est ce qu'il faudrait faire et ce qui, comme tu dis... Oui. Quand on dit à quelqu'un qui fume, faut arrêter de fumer, c'est pas bon pour la santé. Ça marche pas. Ouais, alors que si on dit, tu sais... et puis en plus, je pourrais t'aider, t'accompagner si à un moment tu veux. Voilà, je te mets ça en tête et puis tu en fais ce que tu veux. C'est pareil pour les écrans. Si à un moment vous avez des difficultés pour les écrans avec vos enfants et que vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Et puis à ce moment-là, c'est pas du tout la même démarche. C'est clair.
Ton livre, il rassure énormément, évidemment. Et en plus, parce que, comme on est du point de vue de l'enfant, ça a quand même ce côté hyper doudou. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, en le lisant, de me dire, ah ouais, ça se trouve, c'était moi, petit. Mais je me suis mis à la place de mes filles, tu vois. Mais en même temps, il peut bousculer si voilà, on n'est pas habitué à ce type d'informations et que ça vient remettre en question tout notre paradigme. Qu'est-ce que tu espères que ce livre il peut apporter aux parents? J'espère qu'il peut les rassurer, surtout. C'était ça. Je l'avais fait lire à quelques amis avant la maison d'édition, avant tout ça. On m'avait dit c'est super, mais j'ai un ami qui m'a dit ma femme elle l'a lu et elle a un peu culpabilisé, notamment sur l'allaitement, parce que j'en parle beaucoup dans le livre. Alors, j'ai un diplôme d'allaitement aussi, donc je suis pro allaitement, tout ça. Mais en fait, je suis surtout pro les parents, les femmes font ce qu'elles veulent et ce qu'elles souhaitent et ce qui est bien pour elles. Et effectivement, je parle beaucoup d'allaitement au départ. Et puis ensuite, je dis, mais si c'était pas bien avec l'allaitement, maman, il faut arrêter. Enfin, mais tu as le droit d'arrêter. Et du coup, l'idée, c'est ça. C'est de pas donner d'injonction et que les parents puissent se reconnaître, prendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont envie de prendre. Pas forcément qu'ils pensent tous comme moi. Enfin, et puis moi, j'évolue dans ma pensée en plus. Je suis pas dans une case de... c'est pour ça, je suis pas... souvent, on m'a flagué éducation positive, Montessori, manger bio, faire du yoga. Enfin, non, en fait, venez chez moi, vous allez voir, on mange pas forcément bio tous les jours. Et puis, je vais pas faire du sport 10 fois par semaine. Enfin... Voilà, je prends ce ce qui me semble bon pour moi et je fais les choses sans recette. Je fais moi. Tu fais ta tambouille après. Voilà, comme bon me semble. Ouais, mais c'est vrai qu'en lisant ce passage sur l'allaitement, je me suis dit ah oui, du coup tu parles beaucoup d'allaitement et après. Exactement. Il faut lire le livre du coup jusqu'à plusieurs pages après. Voilà. Où tu as cette phrase du bébé qui dit maman si t'es pas bien ça sert à rien, vaut mieux un bébé avec un biberon qu'une maman stressée à l'allaitement. Je sais plus ce que c'est la phrase que bien sûr. Et puis je fais aussi au cabinet des consultations d'accompagnement à l'allaitement. Et c'est ce que à chaque fois que je vois une maman, je replace le cadre avec elle de ok, là l'allaitement ça vous pose un souci, mais est-ce que vous voulez continuer d'allaiter? Pourquoi? Je vais pas orienter ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, j'ai rien à gagner, à part que la maman soit sereine. Et parfois, elles me disent, bah oui, je veux allaiter parce que c'est bon pour mon bébé. Ouais, ok. C'est vrai que le lait maternel, ça a des vertus. On va pas dire que c'est pas vrai. Maintenant, est-ce que vous y prenez du plaisir? Non, j'ai hyper mal à chaque fois. Je suis pas bien. Et puis, en plus, j'en ai marre d'avoir mon bébé toujours, que ça dépende de moi. Et puis, ok, mais alors, on peut passer à un allaitement mixte ou on peut stopper l'allaitement. En fait, oui, vous avez déjà allaité pendant X semaines ou X mois. Bravo, c'est super. Et maintenant, on re-questionne votre projet. Peut-être que là, vous n'avez pas de réponse. On se revoit dans une semaine et on voit ce que vous voulez faire. Et parfois, ils vont me dire, non, finalement, je veux allaiter. Ok, là, il y a des difficultés. Ça va être difficile, mais ensemble, on va s'accrocher. Si c'est vraiment ce que vous voulez, on va y arriver, on va passer cette période. Mais vraiment de re-questionner le projet d'allaitement. Du point de vue du parent, là. Point de vue du parent. Parce que le stress du parent, forcément, se répercuter sur le bébé, ça n'a pas de sens. Bah oui, parce que si on allaite, exactement, si on allaite son enfant et qu'on n'est pas bien à chaque fois, on va avoir un mauvais ressentiment pour l'enfant au bout d'un moment. C'est horrible. Alors qu'à la base, on se dit, on fait ça pour lui. C'est comme si on se force à jouer avec son enfant alors qu'on n'a pas du tout envie. Il y a des fois, on n'a pas du tout envie. L'enfant, il va le ressentir. Vaut mieux lui dire, franchement, là, j'ai pas envie. Je préfère jouer avec toi quand j'aurai envie et le faire de bon cœur. Bon, si on n'a jamais envie de jouer avec son enfant, c'est qu'il y a un souci et que voilà, faut se faire accompagner. Mais il y a des fois, on a le droit de pas avoir envie et c'est ok, c'est pas grave. Et l'enfant, il peut le comprendre. On fixe sa limite. Et en fixant sa propre limite, on montre aussi à l'enfant qu'on a le droit de fixer sa limite. Et ça, c'est encore un autre sujet. On a le droit de se protéger, on a le droit d'avoir une vie pour soi. Exactement, on a le droit de dire non. On a le droit de dire non. Mes enfants, souvent, et pourquoi tu sors? À quelle heure tu rentres? Je dis, mais en fait, je te dois pas de compte. Ouais, c'est ça. Je vais sortir avec mes copines, je sors avec mes copines et je rentre à l'heure que je veux. Généralement, elles ne demandent pas ça à mon mari, mais moi, oui. Oui. Et je sais que je tiens cette limite parce que, comme tu dis, je leur montre que j'ai une vie en dehors d'elles et que c'est cool, en fait, et que je suis fière de ça. Et ouais, bien sûr. Et qu'elles auront le droit d'avoir ça plus tard, surtout quand on a des filles, je trouve. Ouais. Tu vois, de leur dire, vous avez le droit. De prendre soin de vous, bien sûr. de pas vous sacrifier tout le temps. Bon, c'est pas facile quand on est parents. Oui. J'ai une dernière question, parce que tu vois, si on pousse la métaphore encore plus loin, si bébé pouvait vraiment parler à la société, tu crois que ce serait quoi le message le plus important qu'il faudrait faire passer du point de vue d'un bébé? Moi, je pense que ce serait de dire laisse-moi être un bébé. Laisse-moi le temps d'être un bébé.
comme ensuite laisse-moi le temps d'être un enfant. Donc de me développer à mon rythme, de pas mettre la pression, de pas vouloir que je sois autonome tout de suite, d'avoir le droit de pas pouvoir réguler mes émotions, d'explorer, de pouvoir me salir, enfin qu'on mette pas la pression pour être continent tout de suite. Voilà, que je puisse manger avec les doigts. Voilà, vraiment de pouvoir explorer de façon sensorielle, de façon émotionnelle, intellectuelle, de me construire en fait à mon rythme, sans la pression sociétale que vous les adultes vous avez. En fait, laissez-moi avoir cette pression plus tard, si la société reste comme ça. Mais pour l'instant, oubliez vos montres en fait, laissez-moi vivre tranquille. Je suis tellement d'accord. Merci beaucoup, franchement Chloé. Avec plaisir. J'espère que ton livre aura le succès qu'il mérite et que ça touchera le cœur des parents, des professionnels. Merci. Et qu'on replacera justement cette petite voix de l'enfant au centre et à sa juste valeur là où il mérite d'être. Ce serait chouette. Merci à toi. Avec plaisir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.